voici de nouveau au foyer avec vous pour une nouvelle édition d'À Contretemps sur notre chaîne Bien-Aimé Zitata avec Nadia de retour. Bonjour Gérard, du bonjour Festival Christian. de Cannes. Bel bonjour. Oui. Christian. Bel bonjour, mon cher ami. Voilà, très bien. Bel bonjour. Les temps sont assez durs, donc entrons dans le vif du sujet. Faisons l'état des lieux de la situation de l'hôpital de la MENA, enfin, l'hôpital Pierre-Zop d'Akitman, dit de la MENA, face à la 4e vague du Covid. Alors, ce qui ressort, c'est qu'on est arrivé à un stade où il n'était plus possible de marcher dans les couloirs, tellement il y avait de patients venus aux urgences pour la Covid-19. Le service a été obligé de recommencer à réaménager les urgences pour endiguer le flux. Cette augmentation d'espace a permis de temporiser, d'attendre des jours meilleurs qui ne vont pas venir tout de suite. En tous les cas, en début de semaine, 23 patients étaient en attente d'hospitalisation. Ça continue à entrer très fort. L'effectif des urgences a été doublé, 2 fois plus de monde qu'on a fait venir. Au service de réanimation, on est à 20 patients en réanimation sur 20 lits ouverts. 20 patients sur 20 lits ouverts. Et 4 patients sur des lits d'oxygène, je ne sais pas que ça existait, l'oxygénothérapie renforcée. C'est-à-dire que c'est si grave qu'on leur donne un supplément, on les booste en oxygène. Il faut quand même constater qu'en réanimation, aucun des patients n'est vacciné. Premier constat. Je répète, en réanimation, aucun des patients n'est vacciné. Sur les presque 130 patients hospitalisés, une seule personne a reçu les 2 doses, et une personne a eu une seule dose sur 130 personnes. Parce qu'on n'a jamais dit que le vaccin, c'est une assurance à 100%. À 100%. Au contraire, on a dit, c'est connu à 90 pour 6 heures, etc. Les indications, en tous les cas, les indicateurs, avant, souvenez-vous, doublaient à peu près tous les 6 jours. Et maintenant, on pense qu'avec les mesures qui sont prises, notamment le confinement, on va les ralentir et qu'ils doublent, pas tous les 6 jours, mais tous les 10 jours. Alors, j'allais dire Eureka, mais il faut dire catastrophe. Le variant Delta augmente tout doucement. Il avoisine la base alpha qui existait déjà. On est passé de moins de 20 cas il y a 15 jours à plus de 200 cas la semaine dernière. C'est quand même des chiffres. Alors, s'il y a un confinement qui apparemment a été décidé, il y a un confinement. La Martinique est le premier territoire à être reconfiné. Décidé à partir de samedi, c'est ça. À partir de vendredi soir. De vendredi soir, un peu dans les termes de ce qu'on a déjà connu, c'est-à-dire avoir, c'est pas la peine de dire ce que tout le monde sait, maintenant on l'a pratiqué déjà 2 fois, il y aura effectivement un ralentissement, mais sans confinement, on est sûr que rien ne peut arrêter. Rien ne pourra arrêter cette épidémie, qui ne pourra aller que de façon... Encore faut-il souhaiter qu'il n'y ait pas de manifestation contre le confinement. Sans masque en plus, oui. Oui, c'est ça, parce que c'est ça la routine, hein, mobiliser des gens, boum, 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 profiter pour mélanger tout, et puis faire des manifestations contre le préfet. Moi je vous avoue que ça m'indispose. Alors attends, patiente. Laisse pas donner des éléments techniques pour sensibiliser les gens à des données objectives qui leur permettent de se déterminer. L'hôpital a fermé 4 salles sur 10 d'opérations. Vous avez 10 opérations, on a fermé 4 salles. On n'opère plus. Il n'y a plus de personnel, ils sont tous sur le Covid. Sur le site principal, et 4 salles sur 6 sur celui de Montgolfier. Ça, c'est un fait objectif. C'est-à-dire qu'on peut avoir sa position, que je respecte, qui est honorable, bien sûr, de ne pas vouloir se vacciner, mais qu'on participe à cette situation indirectement. Ils ont aussi réduit au maximum la pédiatrie. C'est-à-dire que les petits bébés sont en état, et Dieu seul sait si les bébés sont souvent en péril avec les broncholites et autres aggravés, autres problèmes comme ça. Et à partir de cette semaine, un tri va s'opérer sur les patients pour savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on prend pas, qu'est-ce qu'on renvoie à la maison. On va essayer de mettre en branle la clinique Saint-Paul, essayer de faire que Saint-Paul récupère les patients en fin de maladie, et puis aussi des prises en charge à domicile. Et puis, c'est parti, mon kiki, il est en train de se faire, ou c'est déjà fait, une première évacuation de patients sur l'Hexagone,
avec les problèmes que ça pose, psychologiques. Il faut trouver un hôpital qui a des tablettes parce que c'est le phénomène psychologique est très important pour les malades, qui restent en permanence en contact avec leur famille. Il faut trouver donc des hôpitaux parisiens qui soient dotés de ces outils et puis qui aient une capacité aussi. C'est pas la même logistique. C'est pas la même logistique, voilà. La direction, en tous les cas, a été obligée d'appeler du renfort et fait remarquer que le personnel assistant hospitalier qui est en congé n'avait pas pris de congé depuis 1 an et demi. Alors, regardez le nombre de congés que vous avez pris, le nombre de, comment ça s'appelle, les RTT, je ne sais pas quand vous avez pris, pendant que ces gens-là, eux, on leur demande de revenir au boulot pour satisfaire la demande. Alors, l'armée va intervenir. L'armée intervient. Vraiment, c'est extraordinaire. L'armée intervient avec une équipe mobile, avec 5 lits possibles et en boostant 10 lits supplémentaires. Alors, il y a un dernier point, il y a un autre point sur lequel je veux insister, que si 95% des médecins sont vaccinés, il y a un problème au niveau du service des soignants, du service hospitalier, où il semblerait qu'il n'y aurait pas la même adhésion, mais on va tout à l'heure arriver à la position des syndicats, et puis ensuite on va arriver à la position des élus. En tous les cas, les médecins ont pris position de façon très ferme, mais en cet état, donnez-moi vos premières impressions, puis on va continuer sur l'énoncé des faits de l'actualité, notamment en prise de position des services des médecins. Il y a une pétition signée par 14 médecins en des termes très pertinents. Ouais. Moi, je dirais que sur le principe de la liberté donnée aux gens de se vacciner. Oui, non, mais sur le principe de liberté, puis sur la situation sanitaire, je trouve que le portrait que tu viens de brosser rappelle un peu durement qu'on ne parle pas, j'ai presque envie de dire qu'il faut arrêter de parler de Covid et de la Covid, parce que c'est un problème de santé publique tout court. Lorsque tu dis qu'on ferme des salles, etc., mais les autres personnes continuent d'être malades. Oui. On continue d'être malades, on continue d'avoir besoin. Pas soignés, voilà, donc si tu veux, c'est une espèce de dégradation. On assiste aujourd'hui à une espèce de dégradation de la santé, de l'offre de santé, de services pour les Martiniquais, tout simplement. Et parce que, ça a été le cas il y a déjà 1 an, 2020, l'année était difficile, parce que c'était l'effet de surprise et puis parce que c'était la première attaque. Je dis ça en allant vite. Voilà. Non, plus que vague. Première attaque, on ne sait pas quoi faire, donc dans l'urgence, bon, ok, là maintenant on a du recul et on n'est pas comme en 2020. Donc aujourd'hui, il me semble qu'on a suffisamment de recul pour alléger les choses, fluidifier et revenir à une situation un peu antebellum. On a beaucoup de choses à se dire. Vas-y, Chris. Moi, ce qui me rend triste, c'est ce délitement de la société, c'est-à-dire ce manque de cohésion. Ça part dans tous les sens. Oui. Chacun se croit autorisé à considérer qu'il a tous les éléments pour pouvoir juger, alors que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Où, à mon avis, là je rêve, on devrait faire preuve de plus de pondération, de plus de cohérence, de plus de comportement civique. J'ai toujours été, je ne vais pas dire aux gens, il faut vous vacciner, mais je vais dire à tous ceux qui nous écoutent, arrêtons les soirées où il y a des personnes qui font la bombe, arrêtons les situations, si vous voulez, de regroupement trop fort, arrêtons aussi de manifester pour pouvoir exprimer, encore une fois, des douleurs qu'on a, mais qui ne sont pas aujourd'hui la réalité. Ça dit que... Laisse-moi reprendre la parole, parce que ce que tu dis là est extrêmement bien exprimé par les médecins. Eh bien, si tu peux, voilà, ça. Alors, donc, comme je vous disais, le personnel soignant a été touché par le Covid, le personnel soignant. Beaucoup d'infirmiers sont touchés. Oui, ce qui est logique. Beaucoup d'infirmiers sont touchés. Mais bien sûr. Ils sont en contact. Alors, le docteur Patrick René-Corail a pris sa position dans le quotidien local et il explique que, écoutez son expression, la situation est cataclysmique. Cataclysme. C'est-à-dire que c'est comme si c'est l'éruption d'Amandane Pelé qui est en train de nous tomber dessus, etc. Il explique qu'on est en train d'installer les patients à terre aux urgences. Il est encore plus acide que ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Il dit que certains sont morts de cette situation. Il explique que la Martinique doit être solidaire de l'hôpital, ce que tu disais à l'instant, Nadia. C'est de l'hôpital qu'il faut être solidaire, et de tous les malades. Il explique ça aussi, et pas simplement être pour ou contre le vaccin, affirmer une liberté individuelle. Il explique que si on ne prend pas le vaccin, on a un risque. Si on ne prend pas individuellement le vaccin, on a un risque multiplié par 12. Tu as 12 fois plus de chances d'attraper la Covid que si tu n'es pas vacciné.
Il explique que l'AMENA, j'ai toujours pensé ça. Je reprends sa formule, contrairement à ce qu'on aime se détracter, je fais néologie, on aime se dévaluer, on dit ça tout le temps, Christian, on se dévalue, ce qui fait que les autres peuvent nous lapider. C'est du bashing. Ouais, voilà, on fait de l'auto-bashing. Il dit que cet hôpital, en parlant de l'AMENA, de Henri Zobda, est une formule 1, mais quand on met tous les moyens dans la Covid, on n'a pas le moyen pour le, on n'a pas de moyens pour le reste. C'est tellement. Et regardez là l'autre formule qu'il emploie. On est en train de produire un génocide des plus fragiles. C'est quand même un professeur de médecine, René Corail, qui vous dit ça. En gériatrie, il a fallu appliquer des mesures catastrophiques qui vont tuer psychologiquement les vieux parce qu'ils sont incarcérés. Les chirurgiens, tous les autres chirurgiens sont rapatriés sur les listes de garde pour travailler aux urgences, mais ils ne sont pas spécialistes des urgences. Donc il manque d'efficacité. Il faudrait les former, il faudrait que tout l'hôpital soit formé aux urgences. Pendant qu'on y est, il y aura une sorte de gros hôpital qui va être écrit urgence. Et puis, il n'y aura plus d'autres spécialités traitées. Urgence Covid, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment d'avoir une péritonite, tu vois. C'est pas le moment d'être, non, c'est pas le moment d'être, je sais pas, d'être diabétique et il faut changer ton protocole. Enfin, tu vois, c'est pas le moment parce qu'on est tous sur Covid. Alors, dans une lettre ouverte que 14 autres médecins, là, on aura fait l'inventaire, je n'aurais rien laissé passer de côté, 14 autres médecins, parmi eux, il y a 6 professeurs de médecine. Parce que n'oubliez pas qu'ici, on a un centre hospitalier universitaire. Donc, on a ici une élite médicale dans ce pays-là. Oui. Et puis, comme disait René Corail, Patrick, on a une Formule 1 qui est l'hôpital. C'est ça la réalité de ce pays. On va venir tout à l'heure à la position des élus. Alors, il dit que d'accord qu'il y ait des débats qui expriment toutes sortes de choses. Méfiance, retour sur le passé. D'accord que ces causes... Légitime. Ces causes, oui, bon, d'accord. Mais il demande, mais est-ce que ça permet de faire un amalgame et puis de ne pas faire face à la réalité objective qui est là, dans le Masséo. C'est ça le vrai problème. Est-ce que ça justifie, est-ce que tout ça, cet échafaudage permet de dire ça? Et pourquoi pas, à la limite, il dit de développer des idées d'une société démocratique. Et il explique après que, en fait, à force de la cacher derrière, je prends sa formule, c'est une citation, à force de la cacher derrière un épais nuage d'informations erronées, la vérité s'est invitée désormais en Martinique avec une grande brutalité. Alors, il donne la vérité. Record de France absolue des contaminations. Nombre de patients en réanimation passant de 2 à 20 en 10 jours, comme je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. 33 admissions de patients Covid en une journée. 33 patients de Covid en une journée. 2 à 3 décès par jour, 2 à 3 personnes qui meurent. Un homme de moins de 30 ans, entre la vie, 30 ans, c'est un jeune petit boulot, plus jeune que nos fils, entre la vie et la mort, mis sous assistance circulatoire extracorporelle. Alors, on avait dit que les jeunes, ils ont des immunités naturelles, ils ont une puissance, qu'ils peuvent tenir le coup, qui n'est 50 ans, 60 ans, qui comprennent que parce qu'il a fait du sport, parce qu'il a fait du natation, je parle pour moi, qu'il est super jeune, il est super fort, mais rien, 30 ans pris dans ça. L'hôpital est submergé, les blocs opératoires tournent quasiment ralentis. La saturation des services nécessite d'envoyer des patients martiniquais, je vous l'ai dit, non seulement dans l'Hexagone, mais ici de réaménager, comme pour Saint-Paul et ailleurs, de réaménager les autres hôpitaux qui, eux aussi, le système entier, je reprends ta formule, le système de santé, je reprends ta formule, et ils disent que très vite, il faudra choisir. Qui c'est qu'on laisse mourir? Très vite, que cette catastrophe risque d'emporter plus de Martiniquais non vaccinés au cours des mois à venir que les très rares complications qui pourraient découler de la prise du vaccin. C'est un choix. C'est ça. Voilà. Et il continue. La vérité est que si nous avions été vaccinés, on aurait eu des petites vacances tranquilles. Voici. Et cette pandémie, en réalité, est une pandémie des non-vaccinés. Ce n'est pas une pandémie du Covid, c'est une pandémie des non-vaccinés. C'est plus. Alors, si on ne choisit pas le vaccin, mais ça va être des morts inévitables, des confinements, l'asphyxie économique de l'île. Juste pour rajouter à la polémique, je vais dire juste une chose. Aujourd'hui, on est reconfinés, vaccinés ou pas. Oui, voilà, on est confinés tous ensemble. Alors, une expression quand même que j'ai bien aimée, c'est une adolescence volée. C'est-à-dire que les enfants auront une adolescence d'école écran, et puis de masque, et puis de confinement définitif, parce que certains adultes vont estimer que pour affirmer leur liberté individuelle, et leur autonomie de la pensée, qu'ils vont... Quand tu dis certains adultes, alors, je veux parler aussi des jeunes. L'autre jour en télévision, je ne vais pas dire quelle chaîne, on montre un reportage, on interroge un petit jeune qui a 20 ans, et puis lui dit, oui, de liberté, patati patata, alors finalement. Et moi, je suis touché, je suis écœuré, quoi. Parce que je me dis, quel intérêt? Alors, c'est sûr qu'il faut donner la parole aux jeunes, mais interroger un petit jeune qui...
je sais pas, qui manifestement n'a pas intégré toute la problématique, Il fait que répéter et ce qui qu'il a parle de entendu. liberté, ça nous met encore sous des fausses pistes. Parce qu'on sait bien que le concept de la liberté, ce n'est pas une phrase en l'air, la liberté. La liberté, elle est sociale. Elle est gérée à travers les comportements. On dit, ta liberté s'arrête, enfin... La liberté des uns commence Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, dans un contexte, c'est pour ça que je ne critique pas quand le président a parlé de guerre, parce qu'il y a une situation compliquée dans le monde aujourd'hui. De tension. Très compliquée. Ce n'est pas la guerre entre deux pays, c'est une guerre mondiale, j'ai envie de dire. Donc qui demande une prise de conscience, qui demande... Alors, je rêvais la dernière fois, je parlais de l'utopie fondatrice d'Aimé Césaire, parce que s'il faut une solution martiniquaise, on va en parler, tout ça, la solution, elle est comportementale, je veux dire, Déjà. dans un premier temps. Elle est psychologique. Elle est psychologique. Elle est éthique. Elle est éthique. Elle est morale. Exactement. Elle est collective. Elle nécessite de l'ordre. Collective et Voilà, de la elle est solidarité. collective. Voilà. Alors, la position des syndicats, je vais la dire tranquillement. Non à l'obligation vaccinale. Ils proposent des solutions alternatives au pass sanitaire. Ils ne disent pas quoi. Ils préconisent le renforcement de la prévention. Là, maintenant, là, pour empêcher qu'il y ait le nombre de morts par jour et le nombre de patients, ils disent qu'il faut le renforcement de la prévention. Ils disent non à l'instauration de l'obligation de la vaccination et non à la stigmatisation honteuse du personnel de santé, qui lui-même n'a pas fait aussi, au non-respect des droits individuels et collectifs. Ils réclament naturellement un renforcement des recrutements et des moyens matériels. Là, en l'état, qu'est-ce que ça change beaucoup? Parce que même ceux qui sont dans l'hôpital ne sont pas formés aux urgences, ne sont pas formés à la Covid. Ils proposent un plan territorial de continuité de soins, une campagne de sensibilisation et de promouvoir, ça c'est fort, de promouvoir l'importance du système immunitaire. De promouvoir l'importance du système immunitaire. Et donc, ils vont demander à qui, à quoi, à Macron, de promouvoir l'importance du système immunitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ah, mais ça, c'est pas en lien avec la pharmacopée locale, le fait de... Oui, mais ils disent ça aussi par ailleurs. Eux, mais ils ne développent pas, ils lancent des textes, ils lancent des... Alors, moi, ce que je veux dire, le premier propos du syndicat, c'est de dire contre l'obligation vaccinale. Donc, le premier propos, c'est d'être contre. Ce n'est pas d'être pour quelque chose. À mon avis, dans le contexte d'aujourd'hui, il faut qu'on soit pour quelque chose et non contre. Alors, deuxièmement, il ne me semble pas que l'État ait décidé l'obligation vaccinale, sinon que pour certains métiers. Personnel soignant, Voilà, il y a peut-être un certain nombre de statistiques qui ont été faites. On s'est rendu compte qu'il y a des maladies nosocomiales, comme on dit, c'est-à-dire qui naissent véritablement dans les structures de santé, et il y a un dispositif. Effectivement, si tu es à l'armée et que tu veux partir en Afrique, on te donne un vaccin. On te donne quelques vaccins. Si tu es infirmière, si tu vas aller en Guyane. Si tu vas en Guyane, on te donne un vaccin. Si Non, tu mais es là, c'est infirmière, quel que et soit dans le le PIDAP, contexte d'aujourd'hui, moi je comprends qu'on recommande, est-ce qu'il faut exiger qu'on recommande que les infirmières soient vaccinées? Je comprends cela. Quand même. Que le Parce que- personnel médical, voilà, de manière Refusent. générale. Alors qu'ils sont touchés, le Troisièmement- personnel médical est touché, mais ils refusent. Voilà. Mais alors, il y a Ça des interroge, syndicats je qui trouve. s'emparent de la chose pour en faire des problématiques anti-ceci, anti-cela. C'est ça qui m'embête. Et puis, troisièmement, je reviens au grand public. Alors, on parle des enfants aussi. Effectivement, l'obligation vaccinale. Alors, comme le disaient les ministres, cette obligation pourrait à un moment s'imposer. Pas seulement en France. On a bien vu que Biden aussi prend des dispositions aux États-Unis pour essayer de faire en sorte que tout le personnel des cadres administratifs C'est à qui? c'est acquis. Et C'est acquis. l'entreprise peut l'imposer. Donc, à mon avis, il faut un peu de pondération. Il faut mettre en veilleuse toutes nos relents de frustration, d'antagonisme, parce que la situation est suffisamment urgente. Tu peux demander à des gens qui sont aussi engoncés dans leur uniforme conceptuel et de penser de brusquement se dépouiller de leur vie. Oui, c'est- Ça donne le dernier point qui est important sur le syndicat, puis après on va passer aux élus, on revient aux élus, c'est la priorité à la recherche de la reconnaissance des plantes médicinales locales dans la pharmacopée française. Pour régler le problème de la Covid, de l'hôpital saturé, des gens qui meurent et des gens... Alors les élus, c'est M. Nilor qui dit qu'il est non à ce pass sanitaire, je vous passe le développement, non à cette obligation vaccinale, et il dit qu'il faut laisser la liberté de choix aux citoyens martiniquais.
Daniel Marie-Sainte, pareil, il réaffirme que si la vaccination doit être proposée, elle ne doit pas être imposée, et il parle de prévention, de renforcement. Alors là, j'aimerais bien que ces gens-là développent pour moi, ils ont des scientifiques. Ils n'ont pas des scientifiques qui leur permettent quand même d'habiller, de coxer, de structurer leur pensée. Parce que sinon, un élu ne peut pas parler comme ça de santé publique. S'il n'y a pas dans le parti politique, vous connaissez le nom de leur parti, je ne vais pas le dire, des médecins, des conseils qui leur disent vous pouvez dire ça parce qu'on peut facilement, dans les 15 jours, renforcer le système immunitaire de la population qui n'aura plus le Covid au mois d'août. Il faut me dire ça, comment on règle le problème là maintenant. Donc, cette notion m'a tué de renforcement du système immunitaire de la population. Et puis pareil, Daniel Marie-Sainte, la pharmacopée locale et les alternatives thérapeutiques. Alors, attends, moi, je vais quand même dire un truc, c'est que, il y a une espèce de levée de bouclier, mais c'est vrai qu'il y a donc la vaccination, etc. Mais il ne faut pas oublier le point le point d'ancrage sur des révoltes et des contestations, ça reste le pass sanitaire. Le pass sanitaire qui vraiment cristallise toutes les frustrations et tous les renoncements. Pourquoi ? Parce que le pass sanitaire a été rendu obligatoire pour la libre circulation des personnes. Il y a 2 points sur ce pass sanitaire. C'est le fait qu'il soit dématérialisé. Qui dit dématérialisé dit effectivement plus facilement traçable, et traçable d'une manière que les personnes ne maîtrisent pas. Tout le monde est bien content d'avoir la géolocalisation sur son téléphone tant qu'il cherche son itinéraire pour éviter les radars. Mais quand il s'agit de questions de santé, là tout de suite, voilà. Et la deuxième chose, c'est l'accessibilité à des espaces où on a l'habitude de vivre. C'est les vacances, tu as envie d'aller au cinéma ou ailleurs, ou t'amuser dans un festival, aller savoir. Et là, on exige de toi que tu puisses prouver que tu es dans un état de santé qui ne met pas en danger les autres. Voilà, pour moi, c'est ces 2 points-là qui cristallisent les raidissements des personnes. Tout à fait d'accord. Mais sur ce pass sanitaire, c'est quand même logique, légitime, le fait que, ok, tu vas quelque part, mais en t'assurant que tu ne vas contaminer personne, et accessoirement que personne ne va te contaminer. Attends, ce que tu essaies de faire, et qui est louable, c'est de trouver la contradiction dans la pensée de ces gens-là. Je n'ai pas compris ce que tu veux faire. Non, il ne faut pas que le débat revienne à un truc pro-anti-vaccination. Tu vois, je veux dire, il faut quand même élargir. Parce que le point, c'est le pass sanitaire. Et le pass sanitaire, tu peux l'avoir pas que par la vaccination. Il suffit juste de te faire tester aussi. Oui, de te faire tester tous les jours alors. Tous les 3 jours. Oui. Mais voilà. Mais non, mais que les gens ont fait, ça veut dire quoi, immunité, enfin prendre mais ils ont bien vu ça, ils ont bien vu qu'avec le pass sanitaire, que c'est pas jouable et qu'ils ne veulent pas se faire tester non plus tous les 3 jours, il n'y a pas là. Voilà. Alors, si vous voulez, on va faire une petite révision rapide pour expliquer ce que c'est que le coronavirus, en expliquant des petites choses élémentaires qu'on oublie, puisqu'on est sur pass sanitaire, on est sur je suis contre ma liberté individuelle, mon droit, ma pensée, ma philosophie. Allons tranquillement expliquer comment ça fonctionne. C'est un virus qui était connu dans ses prémices, c'est-à-dire le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS. En 2003, retenez le SRAS, syndrome respiratoire aigu, et puis un autre qui s'appelle le MERS, qui est le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Bon. Et c'est un SRAS aussi. À la même époque, c'est également effectivement, c'est pareil, c'est la même chose, c'est la même base, Et base. lui, c'était 10 ans plus tard. Voilà. Là, en même temps, dans la foulée, 10 ans plus tard, 213, 215, tu as raison. La Covid vient et elle est la 3e vague d'une chose qui était déjà établie, ce qui fait que des recherches, je vais y revenir tout à l'heure, que des recherches avaient été faites et arrêtées. Bon. Alors, il y a une couronne qu'on appelle spike, peu importe, c'est-à-dire l'enveloppe d'une petite boule qui s'appelle le coronavirus, qui entre dans le nez, qui se colle sur les cellules du corps, et puis qui peut se coller sur les cellules de la gorge, des reins, du foie, du système digestif, du système biliaire, partout, ce qui donne des syndromes différents et qui peuvent être catastrophiques selon les points faibles de la personne. C'est ça. Bon, il va se mettre où le bas blesse. Voilà. Alors, une fois que cette protéine, parce qu'il y a une protéine, il faut un produit qui permet d'adhérer, pénètre dans la membrane cellulaire, c'est une petite cellule, c'est rentré dedans, le virus pénètre et puis va profiter, paradoxalement, de ce que nous défendons. Nos immunités naturelles pour nous défendre permettent paradoxalement, par un processus que je n'ai pas expliqué parce que c'est tellement chinois qu'il ne faut pas expliquer pour ne pas bouler les gens, multiplient
C'est-à-dire que les syndromes que l'on a, les syndromes, le choc que l'on a, c'est ce qu'on a content, parce que c'est comme ça qu'il peut se multiplier. Ouais. Il peut se multiplier par les réactions de protection. Plus nous nous protégeons, plus on lui donne du ferment, de la fertilisation à sa avancée. Et ce qui a été le plus, souvenez, le plus impressionnant au début, c'était le syndrome respiratoire. On voyait des gens, jusqu'à maintenant d'ailleurs, c'est simplement ce que ce sont des globules blancs qui foncent dans les poumons, qui dégagent de la cytokine. Et puis là, mon ami coronavirus, c'est là il est content, c'est là il a développé, il se nourrit de la cytokine. C'est le seul mot scientifique, chimique, bio, que je vous aurais énoncé pour que vous compreniez. Donc c'est très simple. Un petit bidule qui rentre, qui se colle, qui pénètre, lorsqu'on vous défendez, il se multiplie chez vous. Donc il faut l'empêcher d'entrer avec le masque, effectivement. Et puis il faudra ensuite trouver un moyen pour que lorsqu'après... Mais il entre quand même, parce que pour masquiner... Mais oui, parce que... Non, mais tu as raison, parce que les masques ne sont peut-être pas changés, les mains, ils sont baissés. Ça, voilà aussi. Oui, mais pour le coup, pour reparler de santé publique, c'est bien ce que tu dis, et c'est bien... Parce que si vous regardez bien, les épidémies de grippe, de bronchiolite chez les petits, gastro et compagnie, il n'y en a pas eu ces derniers temps. Alors qu'on est la varicelle, généralement la varicelle ou la rougeole arrive au mois de juillet avec les vacanciers. Ben, on n'a pas eu d'épidémie de varicelle. Il n'y a pas eu d'épidémie de grippe cette année. Voilà. C'est que le masque fonctionne. Ça, c'est le masque. Mais oui, le masque oui, et puis peut-être l'amélioration de l'hygiène publique. Le fait qu'on se désinfecte les mains, il faut les laver. Le fait qu'on respecte aussi les gestes barrières, donc les accolades et compagnie. Alors, on a vu ce que c'est donc que le coronavirus. On va rapidement expliquer ce qu'est un vaccin ARN messager. A majuscule, R, N. Souvenez-vous. Ça s'appelle un vaccin, l'ARN messager ou acide ribonucléique. Oubliez acide ribonucléique, on y songeait ARNM. C'est une molécule que l'on trouve dans toutes les cellules. L'acide ribonucléique qui sera utilisé pour permettre le passage, qui sera le messager, et je vais vous expliquer de quoi. Alors, l'ARNM contenu dans les vaccins contre la Covid est converti en la matière qui se trouve dans le processus du vaccin, en la matière qui se trouve sur la couronne, à l'environ du coronavirus, et arrive dans le corps. Et le corps, à ce moment-là, réagit, il se défend. Mais ce n'est pas le virus, c'est seulement la protéine du virus que l'on a mis dans le vaccin pour que le corps puisse réagir comme si c'est un virus. C'est ça. C'est une sorte de, comment on dit ça, c'est comme de l'alcool, ça pétille comme de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Et c'est pour ça que ça désaltère. Écoutez, ginger ale. Voilà. C'est même pas comme pour les vaccins de l'époque, inventés par Pasteur et tout, le virus diminué, le virus ralenti, le virus inactivé. Non, c'est un élément qui est la protéine, qui est l'acide, par exemple, on a bien basoté quand même, l'acide ribonucléique, que l'on met dans le vaccin pour qu'arriver dans la molécule du sang, que le corps réagisse comme qu'il dégage, donc, je vous l'ai dit, les moyens d'immunité, les moyens de défense, les globules blancs et autres moyens de défense, qui fait que lorsqu'ensuite on est vacciné et que le vaccin, le vrai coronavirus entre, le corps réagisse tout de suite et se défend. Et il est immunisé. C'est ça l'idée. Et en fait, la RNM reproduit ce que fait le corps humain, tout naturellement, puisque notre corps produit naturellement de l'ARN. En fait, tu fais une copie vite fait, le temps de bien digérer la donnée, et puis ensuite tu l'intègres dans ton corps. Lors d'une infection, cette protéine permet d'entrer sur la cellule du corps humain, permettant de déclencher une réponse immunitaire, ce que tu disais, visant à se protéger contre cette protéine. L'ARN, très vite, ne modifie pas le génome des cellules, parce qu'on avait dit, ah ouais, mais tu modifies mon génome. Non, c'est l'ADN. Tout le monde généticien, par exemple. Il ne produit pas de cellules génétiquement modifiées. Lui-même, ce vaccin, n'est pas un organisme génétiquement modifié. C'est une protéine qui existe, que l'on... Non, et puis il a une durée de vie très courte. C'est vraiment le temps de délivrer son petit message, et puis boum. Alors maintenant, on va faire en vrac les objections des anti-vax. D'abord, qu'on manque de recul.
Alors, c'est vrai que il y a plusieurs phases et qu'au bout de la deuxième phase, troisième phase, compte tenu du risque, on s'est rendu compte que le vaccin, parce qu'il y a eu des expérimentations qui ont été boostées, qui ont été amplifiées. Là où on aurait testé sur les États-Unis, là où on aurait testé sur 10 000 personnes en Europe, ils ont testé sur 50 000, 80 000 personnes. Et ils ont vu qu'ils ont donc tout de suite, l'assiette utilisée pour le testing, a permis de raccourcir le temps qui aurait été nécessaire si on avait utilisé une assiette. La cohorte. Moins, voilà, exactement. La situation, donc, très vite, voilà, donc il y a l'argent du recul. Et puis quand on regarde bien les étapes en question, ça fait maintenant 1 an et demi que ces étapes sont franchies. Et puis on voit qu'effectivement, le vaccin il garde son efficacité annoncée et promise. Alors, c'était en phase 1 et 2, il y a 4 phases des essais, même 5 pour certaines thérapies de l'étude. Les gens ont été vaccinés, comme je vous l'ai dit, mais pendant la phase 2, parce que les tests continuaient, pendant la phase 3, et c'était le meilleur testing sur toute la population, et il correspondait au testing qui était fait en laboratoire dans des études qui étaient faites pour les médicaments. Des millions de personnes, en tous les cas, ont été vaccinées, avec une absence d'effets secondaires au moment où on parle. Les essais de phase 3 ont commencé en juillet 2020. Donc on est déjà quasiment en phase 4. Donc ça y est, le vaccin, il est testé. On ne peut plus objecter de cette notion d'absence de recul. Les effets indésirables, c'est un mal d'eau, c'est en douleur. Les effets indésirables graves, c'est les choses, les atteintes neurologiques. Voilà. Alors c'est vrai qu'AstraZeneca avait un problème de thrombose, mais attention, il existe 1 sur 100 000. C'est-à-dire que sur toute la Martinique, il y a eu 3 thromboses. Pour toute la population martiniquaise, il y a eu 3 thromboses. Alors si je tenais AstraZeneca, est-ce que je prends, si je n'avais pas fusé, je prends AstraZeneca en disant que le Seigneur est bon avec moi, je ne serais pas parmi les 3 personnes sur 300, 3 personnes et demie, puisqu'on est 380 000. 1 sur 100 000. On est solidaires. Bon. Alors, il y a eu une petite hausse de myocardite, une inflammation. C'est une inflammation du muscle du cœur. Chez les jeunes, rassurez-vous, j'ai eu une petite myocardite à 14-15 ans. Je me suis fait dispenser de gymnastique parce que je m'ennuyais. Est-ce que les pathologies tout ça pour ça, pour me faire dispenser. Attends, la suite. Et je descendais tous les jours avec Max Boulot, Good Luck, etc. Tous les matins, tous les soirs, basketball dans le monde, à la savane. Tu comprends? Myocardite volée. Alors bon, rassurons les gens. En tous les cas, il n'y a rien de très nouveau. Je l'ai expliqué. La RNM soignait déjà le cancer. Je ne vais pas développer trop en quoi il soignait le cancer. Il n'y a pas d'effet sur l'ADN, je l'ai déjà dit. Je vous explique je vous ai dit que le vaccin ROR que les gamins prennent, eh bien, ils prennent à la fois pour la rougeole, les oreillons, la rubéole, l'autisme, l'hépatite B et la sclérose en plaques. Dans un vaccin. Et lorsque le gamin arrive à sa puberté, il aura pris 11 vaccins. Bon, je crois qu'on a assez parlé de ça. Je peux faire 2 observations. Plusieurs même. La première, c'est, je prends l'hypothèse où on est 1 an et demi après les premières manifestations, les déclenchements. Imaginons que dans le monde, on n'avait trouvé aucune solution. Wow. On n'avait trouvé aucun vaccin. Parce que la moitié de la population serait morte. Voilà. Alors, c'est ça. Mais peut-être qu'on aurait forcément eu des mobilisations dénonçant les gouvernements et dénonçant leur incapacité de trouver... Manifeste de trouver quelque chose. C'est comme les films de fiction. On a eu des émeutes. Voilà. Alors, aujourd'hui qu'on a trouvé, on a a priori trouvé, puisque quand même, je pense que 95% des scientifiques approuvent. Et voilà. Aujourd'hui qu'on a trouvé... On se mobilise parce qu'on doute de ce qu'on a trouvé. Vous voyez? C'est un peu le yin et le yang, quoi. On n'est jamais content. C'est pour ça que j'ai voulu, c'est peut-être un petit peu ce que je fais là, ce que nous faisons est peut-être un petit peu tristounet. C'est pour ça que j'ai voulu donner des éléments objectifs pour que les gens puissent se déterminer sur des bases objectives et pas sur des feelings. Alors, mon deuxième élément, je ne vais pas entrer dans des critiques politiques, mais quand j'entends un peu les propos des politiques que tu as cités, il y en a une qui n'a pas cette position-là, c'est Catherine Conconne. Moi, j'aime bien rappeler, si vous voulez, on a tous été dans cette démarche de patriotisme, d'autonomisme, de même indépendance, de dignité, de peuple martiniquais. Le président de la collectivité, il a dit « Vive la Martinique, vive le peuple martiniquais ». J'ai entendu ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans cette perspective où on dit « faut nous diriger par nous-mêmes »,
quelle position est-ce qu'on peut prendre des positions aussi, à mon avis, floues, ambiguës, dans un contexte aussi compliqué? Je pense que c'est le moment de faire preuve de patriotisme, c'est-à-dire d'objectif scientifique, de prendre en considération l'intérêt du peuple. Mais on a l'impression que le clientélisme, ou bien, si vous voulez, ça, ou les postures prennent le pas. On se positionne par rapport au président de la République, on se positionne par rapport à la France, on se positionne par rapport au préfet, et en fait, on se rarement positionne par pas. rapport à nous-mêmes. Oui, c'est pas, ça veut dire qu'on n'est pas on n'est pas à la recherche de nous-mêmes. Ah, c'est ce que je veux bah, dire. oui, discussion. Parce que j'aurais aimé que des positions, on a avant tout des gens de gauche, j'espère. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Non, Oublie non, ça. ça voulait dire, ça c'est notre génération. Oublie ça, Voilà. oublie ça. Donc il y a un moment donné où il faut essayer d'avoir une position et non des antagonismes de segments de Sortir la des collectivité. postures. Il y a d'abord, Voilà, enfin. non, il y a un paradigme qui existe, c'est que ça vient d'une autorité autre et qu'on ne peut pas accepter l'autorité autre parce que c'est devenu c'est un paradigme. C'est-à-dire que le peuple a été formé comme ça, on a toujours été comme ça. Si on change, ils vont dire qu'on est C'est ça. Il va nous boire de l'eau, il va nous boire de l'eau. On est vendu. Ouais, non, mais nous, faut que nous ayons bien démarrer parce que nous coller, on n'est pas contre. Mais la question c'est comment on s'en On sort. n'a pas appris à être pour, on a appris qu'à être contre. On est contre ça, Tu on me est contre confirmes. ça, on est contre C'est ça, ça. on est contre ça. Quand C'est ça, il a fait un drapeau, on est contre son drapeau. Quand ça, il a celui qui a le drapeau oui. que toi et moi on aime bien rouge, on est contre ce drapeau-là aussi parce que on est contre tout, on est contre nous-mêmes, on est le bashing, le auto-bashing de peuple. Alors que nous formons une communauté qui est tellement belle, qui est tellement pleine de Comme tu l'as dit, richesses. celle qui se distingue de ça, c'est Catherine Conconne, qui a pris une position un petit peu plus En fait, qui a pris rationnel. position. qui a pris position. Qui a pris Voilà, position. Oui, elle a défendu ce que nous disons là, simplement. Ben, oui, Je vais vous raconter une anecdote. J'ai un coach en agriculture. Je ne vais pas dire son Tu nom as parce dit que... coach, on a frémi. Hein. Et un coach en agriculture. Donc je plante, comme la moitié des Martiniquais maintenant. Christian plante. N'est-ce pas? Je tue bien les plantes. Tu plantes rien du tout. Tu arroses les plantes. Bon. Et je récolte. Et tu récoltes. Et puis nous donnons des fruits, nous échangeons Ah, des j'ai oublié fruits. de te porter des deux. Oui. Les Moi, berises. j'ai des abricots pour toi. Bon, alors, donc nous sommes des Martiniquais. Donc, on décide d'être Martiniquais, mais autant réel. On nous occupons avec beaucoup de gens, pas Christian et moi tout seul, Oui. avec beaucoup de gens, de notre musique, de notre identité, de notre Et de la culture, terre. Patrimoine. de la terre, du patrimoine bâti. Nous reconnaissons que les habitations sont des belles choses. Il faudra qu'un jour on y ait accès, mais on y va en douceur, etc. Et donc nous aimons notre pays. Et il y a mon coach en agriculture, après cette longue parenthèse, me disait, vous savez, Gérard, parce que comme nous sommes créoles, nous parlons créole, les Noirs, parfois, on est assis au Conseil général, donc c'est très vieux, on ne pourra pas le situer, le pauvre, il n'est plus dans la politique. On est assis au Conseil général, mais quand on ne sait pas parler, parce que lui, il était à la fois entrepreneur, je donne des éléments sur lui, et en même temps agriculteur. Et son père agriculteur. Maintenant, quand on ne sait pas parler d'agriculture, m'entend de bêtises, sur l'agriculture, m'entend des trucs sur les terres à donner, à pas donner, etc. M'entend pas. Je dis, ça, tu as fait. Je dis, tu es tout seul, pas de qu'à dire rien, et quand continue de continuer Molina dans bêtises sur l'agriculture. À l'heure actuelle, le propriétaire, le détenteur de la matrice foncière la plus importante, un exemple de ce territoire, c'est la collectivité. La collectivité qui est propriétaire de plus de terres. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Bon, j'espère que l'équipe qui a succédé, c'est ça. Les bâtiments, parlons de patrimoine, on aime son pays, on est patriote, on est pour sa patrie. Tous les édifices qui sont en propriété de la collectivité sont menacouines. Les propres édifices où ils vivaient, à une assemblée, je n'invente rien, ce n'est pas de la médisance, à une assemblée plénière, oui. j'ai entendu dire qu'il y a de l'eau coule à Plateau-Roi, etc. Le patriotisme doit s'exprimer également par entretenir l'immeuble, conservation. s'occuper de la santé publique, être proche de l'hôpital, faire que les gens soient bien, être faire pondéré. que l'économie reparte Oui. dans les meilleures Et conditions. puis être concret, c'est concret par envoyer à la pharmacopée locale, je ne sais pas quoi. Être sur le terrain, quoi, être responsable pour que le jour où nous restons tout seuls, que nous responsables Je également. connais bien Emmanuel Dossin, par exemple, qui est un personnage dans la pharmacopée, mais ça fait 30 ans qu'il se bat, 40 ans qu'il se bat.
est-ce que c'est maintenant, Quand dans C'est le le cadre réveil. de brusquement d'une pandémie mondiale, qu'on revendique la pharmacopée locale? Et pourquoi ils n'ont pas plus de moyens depuis très longtemps? Je ne comprends pas. Mais enfin bon. Je Bon, alors, m'arrête là. tout ça, bon, un élément qu'on ne va pas trop développer, c'est que ce qu'on appelle l'effet écho, 65% des fausses nouvelles, les fake news, sur les vaccins Covid provenaient outre-Atlantique, de 12 personnes. 12 personnes, 12 organisations, 12 personnes qui répondaient avec un phénomène de répétition, un effet miroir, c'est-à-dire comprendre la duplication sans autonomie, parce qu'il faut répéter ce qui est. On a une propension à répéter ce qui est. Ouais, ce qui est négatif. Mais plus complètement, le négatif. truc là des libertés et compagnie, demande à une personne objectivement pourquoi elle serait pour ou contre Ouais, le et vaccin. qu'est-ce qu'elle met dans ça? Elle va répéter ce Ma liberté qu'elle a. individuelle. Ouais, Voilà, c'est ça, et c'est ça veut dire quoi ta J'ai liberté la individuelle? liberté, Ton téléphone, il est comment? Et tes infos, tes données On m'a dit personnelles, qu'hier, comment tu les pardonnez-moi, je sécurises? parle de notre sujet, mais il y a des filles qui s'affichent de plus en plus sur Instagram, presque nues, machin, montrant leur forme, en Elle disant est c'est où? ma liberté. Tu vois? Alors là, on entre aussi dans Les photos d'enfants que tu publies voilà, sur les liberté réseaux et sociaux qui devoir. Quels sont les appartiennent aux devoirs trucs sociaux sympas. par rapport aux libertés présumées individuelles? Enfin bon. Ta liberté, c'est peut-être aussi de ne pas aller à l'école, de ne pas envoyer tes enfants à l'école. Ouais, ouais, Ta c'est liberté, ça serait peut-être aussi de quoi faire, de prendre les drogues que tu veux. C'est ça. Ta De liberté- marcher toute nue dans la rue. Oui, marcher tout le dans la rue. Ta liberté, ça serait de quoi faire encore? De forniquer On serait avec. calme là, c'est bon? Oui, Non, non, ta non. liberté. L'inceste. Non, il faut faire un Et débat plus sur de la liberté. prohibition, non, on oublie les vice-roses, quoi, et plus de prohibition de rien du tout, même pas les prohibitions les plus universelles, telles que l'inceste, parce que c'est voir les vice-roses. Bon, on n'a pas joué aux intellectuels, on fait une émission concrète. En tous les cas, le pass sanitaire est passé, extension du pass sanitaire, vaccination obligatoire des soignants, isolement des cas positifs au Covid pendant 10 jours. Café, restaurant, salon professionnel, prix. Et puis ça ira nécessairement en croissant au fil de l'augmentation de la pandémie. Ça y est, c'est fait. Un petit élément rapide en parlant de patriotisme. Là, pendant qu'on est en train qu'on a lapidé, on l'a un peu oublié, GBH, il a racheté la société Joseph Gartron qui produit des crèmes, des fruits, des liqueurs, une grosse société en Bourgogne. bon, Quoi. ouais. Pendant que nous là, etc., monsieur, ses services. Ces affaires c'est marchent. la Et puis de chef toutes les façons, pendant Ouais, la c'est- crise sanitaire, il y a eu les milliardaires se sont enrichis, tout Non, ça mais pour c'est pas- alimenter. non, cet aspect, c'est pas, cet aspect, il est déplorable, il est au niveau global. Mais vous dites que pendant que, c'est-à-dire que, en continuant à aboyer, C'est ça. pharmacopée, Et puis Bougaram etc., les a fait. continuant à aboyer, béquer et tout, pendant que monsieur qui a racheté en Bourgogne, dans un pays blanc, là, et il y a dit, j'ai vu la presse locale, la société martiniquaise, on devrait être, à la limite, on Oui. pourrait être fier. Bon, ça n'est pas tout se Oui, passer. oui, oui, que je absolument. comprends. Je comprends. Festival de, bon, on a bien fini avec ça, on va passer maintenant un peu, non, parlons un petit peu Est-ce de qu'on parle de cinéma? Parlons un peu de culture. On est en plein cinéma là. Parlons un peu de culture, comme Waouh. Et directement. Sans transition. Alors, Daniel Marceline devait nous parler d'Amanda Gorman, bon, pour des raisons. C'est la jeune poétesse lui qui a sont fait propres. le- Elle n'est pas là. Qui a fait le. Oui. Bon, on va la laisser de côté. Focalisons sur le Festival de Cannes. Ah oui. Tu as Là, la libre parole. on a de quoi. Le festival était aussi improbable que réussi, ne serait-ce que ça. Parce qu'on est toujours dans une situation sanitaire dramatique. Pourtant, le Festival de Cannes décide, à contre-courant de tous les autres festivals de films, de se tenir comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est-à-dire avec montée des marches et présentation des films donc dans des salles avec des gens sans jauge. Donc présentation des films, photocall, c'est le moment de phare des photographes pour ensuite l'histoire, et puis conférences de presse, etc. Avec donc le public, vraiment toute la magie cannoise de 60 Malgré, et quelques. malgré les mesures prises pour la Ah, mais distanciation. cela implique un protocole, tiens, on revient à nos... Oui. Un protocole sanitaire vraiment drastique. Les salles, toutes les personnes étaient testées. Ça a testé 24 heures sur 24. Alors, le festival, c'est 12 jours, donc c'était des tests 15 jours, mais vraiment 24 heures sur 24. Oui. Et puis donc c'était aussi, alors pour le coup c'était valable aussi bien pour les festivaliers, qui étaient moins nombreux il faut le dire, que pour les professionnels, donc la presse, le marché du film aussi s'est tenu, et aussi pour les stars.
la préfecture et la mairie de Cannes ont vraiment joué le jeu. Ça veut dire que les stars étaient testées au pied sur le tarmac. C'est pas une image avec C'était pas pesant, ça, hein? médecin. Écoute, mais c'est quoi est-ce que c'est un prix à fait payer? Enfin, je veux Non, dire, je n'ai pas de reproche, mais je dis, à côté de est-ce que ça, est-ce que ça n'alourdissait pas les choses? Est-ce que bon, tout le monde jouait le jeu, ça? et puis non, et puis ça a été bien anticipé. À côté de ça, la billetterie a été dématérialisée. Alors bien sûr, il y a eu des couacs, bien sûr, il y a de quoi rouspéter. Enfin, mais à côté de ça, c'était un tel bonheur de retrouver. Et puis c'était en été. Donc une chaleur, mais pas possible, abominable. Il y a eu des malaises après pendant la projection du film qui a obtenu la Palme d'Or, mais c'est pas que la chaleur qui était en cause. Oui. Mais il y a aussi ça, il y a aussi. Mais quand tu vois qu'il y a eu des malaises, C'est le masque. La chaleur, la fatigue, parce que cette année, le festival était juste énorme. Ça c'est avec des films, avec une offre pléthorique de films. Oui. Alors, chacune des sections était dopée, boostée. Là, en sélection officielle, en compétition, donc pour la Palme, il y avait plus de 20 films. Il y avait, il me semble, 24 films. On n'a jamais vu ça. À côté de ça, il y a toujours dans la sélection officielle du hors compétition, des séances de minuit, des séances spéciales. Ils ont expliqué pourquoi ils ont boosté, pourquoi ils ont amplifié comme ça Parce qu'il y a eu deux choses. Il y a tous les films qui sont produits. Il y a eu une première sélection qui a été faite pour le festival 2020. 20. Ouais. Mais qui ne s'est pas tenue. C'est ça, bien sûr. Qui ne s'est pas tenue, mais il y a quand même eu la sélection. Mais à côté de ça, il y a eu des producteurs et des réalisateurs qui ont dit « Ok, je fais l'impasse sur 2020, j'attends 2021 ». Donc ceux-là, il y a embouteillage, voilà, et à côté de ça, il y a les nouvelles productions qui, elles, méritaient. Donc voilà. C'était pas un choix, c'était une situation. Oui, c'était une situation. Et en fait, des films de bonne facture, des films nombreux, des films qui méritaient. Voilà, et puis qui méritent cette espèce d'ouverture sur le monde, ce regard sur le... Il y avait un film du Bangladesh. C'est ça. Je voulais te parler de la diversité quand même. Elle s'affirme de plus en plus au Festival de Cannes. La diversité, c'est toujours... c'est toujours invité au Festival de Cannes. Les films chinois, quand tu parles de Zhang Ziyi ou de Adieu ma concubine, a par exemple eu la Palme d'Or, qui est un film chinois, mais vraiment traditionnel chinois, a eu la Palme d'Or en, je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas en même temps que la leçon de piano de Jeanne Campion, qui est la seule femme à avoir obtenu la Palme d'Or. Donc là-dessus... c'est pas un bon point pour le festival en matière de... Mais les films africains, tout ça, les films africains, je me souviens d'ailleurs... Pas terrible, non? Alors, c'est bien qu'il y ait des films qui soient vraiment divers, mais pour le coup, c'est vrai que le festival, hormis l'Égypte ou les films du Maghreb qui ont plus cette tradition, je pense à Youssef Chahine en disant ça, qui ont plus une tradition de cinéma, il y a quand même le FESPACO qui se tient dans je ne sais plus quel pays, tous les 2 ans. Il y a des initiatives, mais c'est vrai qu'ils ne sortent pas... forcément, ils n'ont pas la visibilité. Le festival n'a pas encore investi cette partie du monde par manque de réalisateurs. Cette année, en compétition, dans la catégorie Un certain regard, donc sélection officielle Un certain regard, il y a eu le film qui était un premier film, un film haïtien. Oui, tout à fait. Freda, d'une jeune réalisatrice. Un film, alors pour moi, qui était édifiant parce que j'ai pu vraiment mesurer à quel point ce que tu vois, le public qui était dans la salle avec moi n'a pas vu la même chose que moi. Le regard que nous avons sur nos subtilités qui ne sont pas dites dans le langage, qui ne sont pas, qui sont induites. C'était un grand moment. Le langage corporel. Le langage les corporel. onomatopées. Voilà. Le regard, les expressions. Et ne serait-ce aussi que le cadre. Oui. Alors en plus, le film a été présenté après, juste dans l'actualité dramatique de ce que vivait Haïti. Et donc elle a eu une très très belle. Comment s'appelle ce film? Freda. Freda. Comment s'appelle la réalisatrice? Jessica Genesus. Je suis forte là. Oui. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est un beau festival. C'est un beau festival qui récompense donc une femme Palme d'Or avec le film qui a finalement le plus réveillé toute la croisette pendant les 12 jours. Un film vraiment problématique qui pose bien la réalité des femmes. Et d'une jeune réalisatrice, ce n'était que son 2e film. Son premier long métrage avait vraiment secoué. Elle était dans une section parallèle grave qui parlait de cannibalisme. Là, elle parle
vraiment de violence, le film est ultra violent, et du rapport entre l'homme et la machine de façon incroyable, que seul le cinéma peut faire. En tout cas, c'est un beau voyage. Festival de Cannes, bravo. C'est ce film qui t'a le plus marqué? Non, c'est pas le film qui m'a le plus marqué. lequel? Non, ouf, non, il y en a Tu beaucoup. étais un peu surprise Il y en a alors beaucoup. de Mais la Palme comment te d'Or. dire, Ouais. pas surprise, je me suis dit oui, ce film-là, il a bien réveillé. J'ai commencé ma journée avec un film, oui, je peux dire, qui s'appelle Lambe, qui est un film islandais, qui mettait en scène, en fait, comment te dire, un mélange d'homme et d'animal. Donc un mélange de, pas un minotaure, mais un homme et un bélier. Voilà. Je termine la journée avec Titane, j'ai envie de dire. Et toute la quinzaine a été comme ça. Donc non, c'était un festival vraiment riche de montrer tous ces films Et différents. Spike Lee dans tout ça. Spike Lee, merci Et Monsieur Spike Lee. C'est Bourdes. Non, mais merci Monsieur Spike Lee, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez comment il a lancé et cette envie de cinéma et cette joie de vivre qu'il a eue. Alors que je n'ai pas un monsieur très joyeux, hein. Je l'ai vu sortir d'une projection, il tirait la tronche. Hein. Mais il était vraiment enthousiaste. Et ça a transparu sur tout le festival. Le fait qu'il soit enthousiaste et que tout le monde se dise « Ah ouais, non mais c'est vrai, c'est comme avant ». Alors c'est vrai que les allées étaient plus fluides, mais on était au Festival de Cannes. Et tu ne peux pas... Ça bourde l'enveloppe, l'annonce du premier prix. Parce que c'est compliqué, hein, ouais. Le pauvre. Ouais, mais oui. Est-ce que dans l'ensemble, parce qu'on l'a pas raté, la presse ne l'a pas raté. Hein. Parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, mais pour le coup, le palmarès... J'aime bien, parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Oui, non, clairement. Je comprends. Mais le palmarès, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'a pas été décrié. Hein. Parce que c'est vrai, tous ces films, etc., c'est quand même Titane qui a remis un peu les perruques à l'endroit, enfin, qui a vraiment bousculé tout le monde et bousculé d'une façon cinématographique. Le film, l'annonce, je tiens quand même à signaler ce film-là. On attendait beaucoup Verhoeven, c'est celui qui a fait Basic Instinct, qui fait des films sulfureux. Donc Benedetta, il parle d'une nonne lesbienne. Enfin, je veux dire, il y a tous les ingrédients. Le petit film, il est gentil. À côté de ça, tu as Léos Carax qui revient, qui est vraiment le réalisateur français, qui a une aura incroyable et qui fait un film, qui fait une comédie musicale, mais assez improbable, hein, la comédie musicale, qui fait un film vraiment visuellement très beau et qui a en plus le poids d'être l'ouverture du festival. Si vous voulez, on va passer maintenant à notre cinéma, notre élément musical. culturel musical. Christian, ce que je voudrais dire d'abord, je crois pas qu'on n'a pas de break là, particulier pour la musique, ça reste dans le chapitre culture. Enfin bon, on est vrai qu'on fatigue avec les efforts que l'on fait tout au long de cette émission. Je voulais quand même rappeler les musiciens du Big In Jazz Collective. D'autant plus que tu avais l'un d'entre eux dont le nom ne te revenait pas la dernière fois. Donc je pense que c'est important de le dire et de répéter. Nous avons 8 musiciens créateurs originaires de Martinique, Guadeloupe et d'Haïti, Maher Beauroy, Thilo Berthelot, Ludovic Louis, Stéphane Castry, Sonny Troupé, Rafa Vital et Yann Negrit. C'est Yann Negrit que tu n'as pas retrouvé. Et puis Joey... Pourtant, je l'adore, hein, mais j'oublie toujours son nom. Peut-être que c'est la conscience a fait Negla. Et puis Joey Homicile, qui est lui très connu, saxophoniste haïtien, qui vient de... Il vient de jouer à Montreux, je crois, avec Mario Canonge. Mais qu'on a vu, les acteurs de Netflix ont dû le voir dans une série parisienne, tout à fait, sous tréfond de musique, de boîte, etc. Très, très, très bien. C'est pas resté longtemps en ligne, mais enfin, c'est quand même, si on cherche, on trouve. Et là, par contre, tu veux nous parler d'un autre musicien créateur. Je te passe la parole, Christian. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste qui s'appelle Paco Malalma. Ouais. Alors, c'est Patrice Marie-Alphonsine. C'est le fils de Daniel Marie-Alphonsine. La Perfecta. La Perfecta. Alors, chacun sait effectivement que l'empreinte que Daniel a donnée à la Perfecta, puisque je crois que la modernité de la Perfecta a été issue du travail de Daniel Marie-Alphonsine. Alors, Daniel Marie-Alphonsine, il a un peu disparu pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas... Lié à sa vie. Voilà, lié à sa vie. Et il se trouve qu'il y a une quinzaine d'années, je reçois un appel de son fils Paco. Alors, Paco, il est rapidement, puisque je ne vais pas... Il a travaillé beaucoup chez Yves Saint-Laurent. Oui, mais comment il est venu là? Explique la genèse. Ah bon, voilà. Donc, Paco, alors sa mère était couturière et son père était musicien. Costumière de la Perfecta. Absolument. Enfin, elle a eu l'occasion effectivement de faire des costumes pour la Perfecta.
Et il se trouve que Paco, il a intégré les deux qualités, si je puis dire, de ses parents. Il a fait le lycée technique, après avoir fait l'école Robert, il a fait le lycée technique où il s'est spécialisé dans la couture. Et après, il est parti en métropole parce que ses parents sont partis en France. La Perfecta, il y avait une déconfiture, alors son père est parti. Et en même temps, sa mère était malade. Donc elle avait besoin de se faire soigner. Ils sont arrivés à Paris. Et puis très rapidement, Paco s'est inscrit dans une école pour continuer la couture. Il se trouve que dans cette école, c'était véritablement une école artistique, pluriartistique, où on faisait des vêtements pour le cinéma et le théâtre, pour la scène. Costume, pour la scène. Donc, il n'avait pas forcément opté pour cela, mais il s'est retrouvé dans un environnement extraordinaire. Ce qui fait que ça a décuplé son intérêt pour la création costumière. Et ça lui a permis de voir des réalisateurs, des compositeurs, des hommes de théâtre, des metteurs en scène. Et il s'est glissé véritablement dans ce milieu qui a été très riche et très formateur pour lui. Et puis il a été repéré par Yves Saint-Laurent. Et il a intégré les ateliers du Saint-Laurent. Alors, je le disais, il y a une quinzaine d'années, il m'a appelé, je vais à Paris. Et quand je vais à Paris, il m'invite à déjeuner. Et juste avant, il me donne rendez-vous à son travail. Alors, je ne me rappelle plus c'est quelle avenue, mais c'est aux Champs-Élysées. Je monte une dizaine d'étages et Paco m'accueille. Alors, moi qui ne suis pas du tout dans ce monde-là, je suis fasciné par les costumes qu'il me montre, par la haute couture. C'est pas pareil moi, ça. Et quand tu dis son atelier, non, c'est l'atelier de Yves Saint-Laurent. De Yves Saint-Laurent, oui, d'accord. Ouais, mais il en avait la direction. Voilà. Absolument. Et puis, si vous voulez, tous ceux qui s'adressent à Paco avec une révérence, avec une noblesse, avec une... Ouais. Tu vois, alors je suis frappé par la dimension de... Voilà. Et puis après, on est allé déjeuner et Paco m'a expliqué qu'il est très musique toujours, ce que je ne savais pas. Il m'a dit, si j'ai mon studio chez moi, peut-être, et ça l'a jamais laissé. Quelques années plus tard, il a produit Mamaïla, où il a rendu hommage à son père, Daniel-Marie Alphonsine. Et puis après, il a fait beaucoup de choses. Mais il a beaucoup travaillé avec Tony Chasseur. Alors Tony a été un des chanteurs qui a travaillé avec lui aussi au début. Mais Paco, il a travaillé avec d'autres musiciens internationaux. Il avait un concept dans les mois du soleil, je ne sais pas quoi, la compagnie. Alors, les balles du soleil. Déjà, Paco est venu ici à plusieurs reprises. Il a joué il a joué à la Triumph. Manuel Césaire avait notamment noté ses qualités. Et d'ailleurs, ce jour-là, il fallait voir, parce que l'orchestre est très merveilleusement habillé, avec des grandes vestes, un beau costume. Des costumes extraordinaires. Et il se trouve que Paco a continué. Il a développé les balles du soleil en métropole. Après, il a fait plein de choses. Et puis, il a aussi créé des masterclass pour pouvoir enseigner les méthodologies d'apprentissage des morceaux de son père. Je rappelle Tout Bagaille Paré, Yoke Save, Help Me Baby, des harmonies véritablement novatrices. Et donc, Paco, je crois qu'il porte sa famille. Quoi cette histoire de masterclass avec les harmonies? C'était correct. Masterclass, si tu veux, ce sont des méthodologies pour apprendre, des pédagogies, des musiciens, pour apprendre par le numérique. Tu t'inscrivais. Et Paco, en ligne, il te montre un peu les schémas harmoniques qui ont été développés par son père. Si vous voulez, ce que je peux vous dire, il y a des morceaux comme Toute Bagaille Paris ou Yoke Save qui sont véritablement de grandes alchimies. Il y a aussi d'autres morceaux, si vous parlez comprendre ça, quitter ça, ou Daniel-Marie Alphonsine, ou La Divinité. Daniel-Marie Alphonsine a donné une empreinte, une couleur, à ses œuvres, et qui sont des œuvres qui sont immortelles. Et Paco s'est chargé de tout ça. Alors, en plus, il a sa propre personnalité qui fait qu'il compose, il développe. Il est actuellement en Martinique, il joue de plus en plus. Et moi, je veux lui rendre hommage parce que je pense que c'est un petit génie. C'est un bel hommage. Je pense que c'est un petit génie. Et voilà. C'est intéressant parce que là, pour le coup, ce que tu décris, c'est quelqu'un qui fait vraiment, qui met en lumière un patrimoine. Vous parliez de patrimoine. Oui, tout à fait, parce que je ne serais pas assez complètement à côté. Quand tu as dit La Divinité, je sais que c'est le générique de début du premier film de Lucien Jean-Baptiste, La Première Étoile. Mais qui est vraiment hyper paradoxal. Elle va tout par le club du cinéma. Mais pour le coup, La Perfecta, mais tu imagines, à Paris, c'est ça que tu entends comme chanson. Alors, vous voyez, je dis Paco-Marie Alphonsine, mais il n'a pas voulu s'appeler Paco-Marie Alphonsine au niveau Il a un nom de scène. Paco Man Alma. OK? On tenait ce nom. Voilà, il veut pas. Ce que je comprends, je trouve ça très noble.
parasité, n'est-ce pas, le nom Et la perfecta. Daniel Marie-Alphonsine. Maintenant, c'est Paco Manalma. Il a cette empreinte qui est héréditaire, mais il a son identité, sa propre personnalité. Voilà. Donc j'espère vivre avec les qu'on masterclass, pourra le ça, voir c'est sur bien. les scènes en Martinique, parce que c'est ce qu'il fait est vraiment remarquable. Ça sera possible si les conditions Dernière chose, sanitaires nous le permettent. son ambition, c'est de dire je veux faire de la musique populaire de grande qualité. C'est ça. Et c'est pas Concilier. antinomique populaire et C'est de ça. qualité. Mais Ouais. comment fait-il pour panacher, mais pour lier, pour la couture? Il continue à avoir ses ateliers. Je te dis, c'est un Et la ovni. musique. C'est un petit gars qui a une créativité et une lucidité aussi, et une justesse dans ses propos. Mais C'est pour le remarquable. coup, pour le Donc, coup, c'est- Gérard, c'est très français de séparer les choses. Hein. Les Américains Non, sont non, assez je parle pas de ça. Je parle pluridisciplinaires. non, mais moi, écoute, moi, dans Oui. ma vie, tout ce que Oui. j'ai fait, on était avocat, on a fait musique, on a fait radio, bref. Et maintenant, je suis agriculteur. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais concrètement, comment il arrive à je peux à pas te dire, s'organiser? hein, il faudrait que je te le présente un Ah jour et oui. que tu le reçoives. C'est- Mais il je- a une- je il a crois une que puissance- une puissance c'est un- extraordinaire. Alors, je dis c'est un jeune parce qu'à mon l'âge, il a 48 ans aujourd'hui, mais il a toutes les- Je vous Il est dis ça, jeune. je vous dis ça Oui, parce oui. que je pense que nous avons de plus en plus besoin de modèles Oui, et d'exemples, absolument. non pas de gens qui se mettent dans des postures, dans des ça. positions, etc., mais des gens qui agissent et qui font, Ouais, et qui construisent le positif, comme quoi. nous voulons le Ouais. faire, comme nous l'avons fait aujourd'hui et comme nous le ferons encore la semaine prochaine. Je vous remercie de nous avoir eu la patience d'écouter nos émotions par rapport à la situation actuelle. À très bientôt.